42 cas. Donc, depuis son avènement dans la pose des prothèses totales du genou, il y a une vingtaine d'années, la navigation a fait couler beaucoup d'encre et son intérêt réel dans la pose de la prothèse reste approuvé et toujours controversé par certains orateurs. Ce qui est communément admis actuellement est que la navigation permet un meilleur positionnement des implants de la prothèse. Donc, notre série est une série rétrospective, 38 patients opérés dont 4 de façon bilatérale entre 2009 et 2012. Il s'agissait de la prothèse Amplitude Score, qui est une prothèse ultra-congruente à plateau mobile qui a été cimentée dans tous les cas à l'aide du système de navigation AmpliVision. Donc l'âge moyen de notre série est de 68 ans, avec des extrêmes de 59 ans à 77 ans, avec une prédominance féminine nette. Et parmi la série, 3 patients étaient diabétiques. Le genou droit a été concerné dans 26 cas contre 16 cas au genou gauche et les données de l'examen préopératoire avaient révélé une mobilité moyenne de 0 à 110, 9 cas de léger flessum et un score IKS douleur à 35, IKS fonction à 26 et IKS total à peu près 61,8. Au niveau radiologique, l'arthrose intéressait surtout le compartiment fémoro-tibial interne dans 5 cas, était associée à une arthrose fémoro-patellaire dans 14 cas, était tricompartimentale dans 23 cas. Le stade de l'arthrose était soit un stade 2 dans 15 cas, un stade 3 dans 20 cas, et enfin un stade 4 dans 7 cas. L'angle HK moyen était de 171 de moyenne, soit 9 degrés de varus, avec un angle de Levine à 82,5 et une pente tibiale moyenne de 7,4. Alors, tous les patients ont été opérés soit sous rachis-anesthésie, soit sous anesthésie générale, avec un garrot dans tous les cas, un abord classique parapatellaire interne, et la durée moyenne de l'intervention était de 1h30. Pour les résultats en péropératoire, après résection des ostéophytes et libération du genou, l'angle HK, on a remarqué une réductibilité en moyenne de 2 à 4 degrés, parfois un peu plus, surtout quand il s'agissait de varomes importants avec une composante articulaire importante. 7 cas présentaient un flessum en moyenne de 7 degrés, et la flexion moyenne après cette libération était de 110 degrés. Pour ce qui est de la coupe tibiale, donc, au début des cas, on ne mettait pas de pente tibiale, et au bout d'une dizaine de cas, on s'est rendu compte que la pente tibiale pouvait améliorer la flexion du genou, donc on s'est mis à mettre de la pente tibiale qui oscillait entre 2 et 4 degrés. Dans 8 cas, la vérification à l'aide du navigateur après la coupe tibiale donc, a révélé une déviation dans le plan frontal de 2 degrés qu'on n'a pas toléré et qu'on a corrigé à main levée. Pour ce qui est de l'équilibrage ligamentaire en extension, on a fait confiance au navigateur, ainsi que l'équilibrage en flexion qui dictait la rotation externe du carter fémoral à mettre. Donc lorsqu'on avait un compartiment fémoro-tibial interne serré en flexion, on a dû mettre de la rotation externe et on s'est rendu compte en fait que cette rotation externe n'était nécessaire que chez 18 cas, dont 13 seulement 1 degré, pour avoir un équilibrage correct en flexion. Pour ce qui est du notching, la simulation de la coupe fémorale antérieure avait révélé donc un notching dans 3 cas, et pour remédier à ce notching, on a mis un léger flessum dans le carter fémoral. Le resurfaçage de la rotule était systématique. Et en fin d'intervention, on avait dans tous les cas un compartiment fémoro-tibial stable, ainsi qu'une course rotulienne correcte, avec un angle HK moyen de 180 degrés plus ou moins 2, sauf un cas où il persistait un varus de 6 degrés. Il s'agissait d'un patient qui présentait un varus fémoral important. Tous les patients étaient rééduqués et verticalisés à J1 post-opératoire et la durée d'hospitalisation moyenne était de 4 jours. Dans 2 cas, les patients avaient présenté une lésion partielle du LLI qui était accidentelle et dans ces cas, on a joué la sécurité. On a opté pour une attelle amovible avec une mobilité limitée à 0,90 pendant 45 jours. Donc, pour ce qui est des résultats au recul de 6 ans, l'angle HK moyen post-opératoire est en moyenne de 179,8, donc des membres globalement axés, aucun sepsis, aucun décèlement, aucune fracture sur fiche et donc aucune reprise chirurgicale. L'IKS post-opératoire douleur est passé à 84, l'IKS fonction à 69 et l'IKS global donc est passé de 60 à 153, ce qui dénote d'une amélioration notable sur le plan clinique des patients. La mobilité moyenne est à 0,120 degrés
et globalement 90% des patients étaient satisfaits, voire très satisfaits du résultat. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation statistiquement significative entre la pente tibiale, et on s'est rendu compte qu'en mettant ces 2 à 3 degrés de pente tibiale, on pouvait facilement gagner entre 10 et 15 degrés de flexion. Donc nos résultats sur le plan anatomique, clinique et radiologique rejoignent globalement ceux de la littérature. On rejoint aussi la littérature quant aux avantages de cette navigation, donc à savoir des paramètres objectifs très fiables concernant l'axe mécanique surtout. Elle permet aussi l'étude de la réductibilité du varum après libération du genou et arthrotomie et résection des ostéophytes. La précision des coupes est évidente à la navigation, qui permet aussi de définir la pente tibiale au degré près. Cette navigation anticipe aussi le notching et permet d'y remédier en mettant, comme je l'avais dit tout à l'heure, un peu de flécembre dans le carter fémoral. Enfin, l'équilibrage ligamentaire est certainement plus précis en extension et en flexion. Et cet équilibrage ligamentaire en flexion dicte l'indication de mettre ou non de la rotation externe au niveau du carter fémoral. La navigation reste un très bon élément d'enseignement permettant donc de s'adapter aux différentes difficultés et de voir les conséquences directes des différents gestes de libération sur les parties molles. Elle n'est pas dénuée d'inconvénients, à savoir un temps opératoire légèrement plus allongé. L'acquisition primaire donc, doit être très fiable, donc le bone morphing doit être très très fiable, avec des trachéaires stables, à savoir une prise des fiches bicorticales. Les fractures sur fiches, nous pensons qu'il s'agit surtout d'erreurs techniques. Généralement, il s'agit de fiches qui sont tangentes au cortical. Elles nécessitent certes une courbe d'apprentissage, et son inconvénient, je pense, majeur, est que cette navigation coûte un peu plus cher que les techniques conventionnelles. Donc, il faut savoir que la navigation n'intervient pas dans la gestion des espaces, ni les niveaux de coupe. C'est le chirurgien qui reste maître à bord et peut à tout moment abandonner la technique naviguée et passer à une technique conventionnelle. Donc, beaucoup d'études montrent certes des résultats cliniques et même radiologiques comparables entre les PTG navigués et les PTG conventionnels, et j'ai relevé cet article de Young publié récemment il y a à peine 2 semaines aux IBGS. Donc pour lui, il n'y avait pas de réel avantage à naviguer sur le plan clinique surtout. Donc en conclusion, la navigation permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats radiologiques, notamment en ce qui concerne l'axe mécanique. C'est un excellent outil d'enseignement et d'apprentissage pour une pose optimale du PTG. C'est certainement la voie à suivre pour une amélioration des implants et des ancillaires. Il faut cependant évaluer ces résultats à long terme pour déterminer l'apport réel de la navigation en ce qui concerne la longévité des prothèses naviguées. Et je vous remercie. Merci.